d'Invest in Bordeaux, agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde, une agence financée par Bordeaux Métropole, l'Union européenne, la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux, la CCI Bordeaux-Gironde et plus de 100 membres adhérents, qui a pour mission de favoriser des projets d'investissement exogènes, implantation ou extension en Gironde. Monsieur Patrick Laporte, président fondateur de Full Ace, entreprise spécialisée dans l'objet et le revêtement d'images et de merchandising sportif depuis plus de 20 ans, engagé dans une forte démarche RSE. Monsieur Julien Morvan, ici, chef de service économie, RSE et développement industriel, représentant l'Union des industries et métiers de la métallurgie de la Gironde et des Landes, organisation professionnelle représentative des entreprises industrielles métallurgiques, et Emmanuel Bartoulou, que lui je vais quand même présenter, directeur commercial des Gentlemen du Déménagement, qui est partenaire de la FNPR depuis plusieurs années. Alors je vais commencer par un petit tour de table ronde express, avec cette question courte à chacun d'entre vous. Quand on vous dit RSE, vous pensez immédiatement à quoi? Bonjour à toutes et tous. Alors pour moi, RSE, j'aurai 3 mots. COP30 parce que c'est un sujet d'actualité. EcoVadis parce que c'est quelque chose que je vis moi au quotidien dans mon activité professionnelle, qui est un organisme évaluateur, on y reviendra peut-être. Et puis je dirais RSE, c'est décarbonation, mais pas que, puisque effectivement dans la RSE, il y a plusieurs piliers, dont la réduction des émissions de CO2. Voilà. Alors, on va poursuivre par ordre. Bonjour à tous. Donc il faut faire très assez court, après, libre à vous, on est entre nous. Donc RSE, pour moi je dirais la force du collectif. Donc on aura l'occasion de revenir. De le développer. On développera. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, compliqué de passer après Nicolas. Je pense qu'on va être beaucoup moins reconnu. Alors nous, RSE, on a changé la deuxième lettre, on travaille beaucoup sur le concept de la responsabilité territoriale des entreprises, donc RTE, on est partenaire de la chaire RSS de Sciences Po sur ce sujet. Je ne suis pas fan non plus de RTE, parce que c'est un nom qui est déjà présenté par le grand distributeur d'électricité, enfin, distributeur d'électricité de haute tension. Nous, chez Invest Bordeaux, on parle beaucoup plus d'ancrage local responsable. On va poursuivre avec vous. Bonjour à toutes et tous. Alors dans mon entreprise, on est labellisé RSE depuis 8 ans. Donc je pense que sur la RSE, il faut de l'engagement. Sans engagement, il ne se passe rien. Et la deuxième chose, ça c'est plus la vision MEDEF Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, c'est le passage à l'action. Quasiment tous nos adhérents sont convaincus qu'il faut faire. On reviendra dessus après. La vraie question aujourd'hui, c'est comment, très concrètement, je m'y prends, sachant que, pour votre information, l'adhérent moyen MEDEF en Nouvelle-Aquitaine, qui est à peu près le même qu'au niveau national, c'est 45 salariés. On est très loin de l'image CAC 40, d'accord? Donc quand on est 45 dans l'entreprise et qu'il faut qu'on passe très concrètement à la RSE, la question c'est par quel bout je le prends et comment je fais. Voilà. Bonjour. Personnellement, ça peut m'évoquer beaucoup de choses, mais professionnellement, je vais plutôt parler de ce dont je dirai un mot tout à l'heure d'ailleurs, c'est-à-dire l'évolution des métiers et des compétences. Bonjour, donc moi je suis président d'une petite PME de 130 salariés environ, je situe. Pour nous, la RSE, qui est un engagement qu'on a pris depuis une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'on fait, on montre ce qu'on fait, on voit où on veut aller. Et même des petits pas sont importants dans la RSE à partir du moment où on essaye de faire des choses. Alors, je vais m'adresser d'abord à M. Perrin. Comment les entreprises régionales, justement, vous en avez fait l'introduction, intègrent-elles la RSE et la transition écologique dans leur stratégie? Ce que je disais un peu en introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a plus de débat. Si on remonte 20 ans en arrière, quand moi je suis rentré au MEDEF, il y avait encore autour de certaines tables des gens qui pouvaient être climato-sceptiques ou des choses comme ça, c'est fini. Donc aujourd'hui, voilà, je vous dis, la vraie question, c'est comment je fais. Donc
Alors le MEDEF Nouvelle-Aquitaine, c'est les 11 MEDEF territoriaux, c'est aussi des fédérations professionnelles. On a des situations très différentes entre ce que j'ai appelé un gros MEDEF. On a parmi nous aujourd'hui la déléguée générale du MEDEF Gironde, qui a les moyens de le faire par ce MEDEF territorial, a les moyens et a mis en place au service de ses adhérents une démarche d'accompagnement. Nous, au niveau du MEDEF Nouvelle-Aquitaine, on l'a mis en place aussi pour les adhérents des MEDEF plus petits, parce que comme ça, dans tous les territoires, un adhérent qui va frapper à la porte du MEDEF et qui dit très concrètement, alors la RSE, ok, je sais qu'il faut trier les poubelles, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Comment est-ce que je peux décarboner mon cycle de production? À qui est-ce que je m'adresse? Qui va me faire un diagnostic? Qui va me financer? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand même, 2/3 des investissements dans la décarbonation sont non rentables sans aide, d'accord? Donc comment est-ce que je vais chercher des aides pour rendre ces investissements rentables? Comment est-ce que j'embarque mes salariés avec moi? Comment je co-construis la feuille de route? Comment je mets en place? Voilà, donc il y a vraiment cet accompagnement, mais très pratico-pratique qui est nécessaire. Oui. Et du coup, quels sont, par rapport à la typologie des entreprises qui représentent un petit peu aussi quand même on est plutôt des PME, il y a quelques grands groupes évidemment, mais quelles sont les principales barrières à la décarbonation? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y en a une qui est financière. On a un professionnel du déménagement et donc quelque part de la mobilité en camion. Aujourd'hui, un camion électrique, ça fonctionne pour faire des petites tournées, d'accord? Si le camion il rentre tous les soirs au dépôt, il peut se recharger au dépôt. Il faut savoir que sur la Nouvelle-Aquitaine, des bornes de charge pour camions sur autoroute, il y en a une, d'accord? Donc autant vous dire qu'un transporteur routier aujourd'hui qui fait du transport routier Bordeaux-Lille, il ne va pas acheter de camion électrique, parce que le camion électrique arrive à Poitiers, il va s'arrêter sur le bas-côté et il ne repartira pas, d'accord? Donc il y a, et surtout, le camion, il coûte 30 ou 40% plus cher qu'un camion diesel. Donc il y a un vrai sujet de financement de l'innovation et de la transition. Et après aussi, parce qu'il faut se le dire, c'est exactement le cas qu'on a avec Chine aujourd'hui. Chine, c'est pas cher, mais c'est pas bien, voilà, environnementalement parlant, d'accord. Demain, comment est-ce qu'on fait pour, sur des produits qui ont été décarbonés, qui peuvent être plus chers, arriver à passer le prix? Est-ce que par exemple vos clients sont prêts demain à payer 10%, 15% plus cher pour avoir un déménagement décarboné plutôt qu'un déménagement carboné? Voilà, c'est une vraie question aussi. Je comprends. Monsieur Thiel, quels métiers émergent ou sont en transformation, apparaissent liés à la transition écologique? Alors, vous m'arrêtez si je suis trop long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pas de souci. Je vais commencer par dire que l'APEC est un organisme qui est connu, mais tout le monde ne sait pas forcément qu'on produit des études. On en fabrique pas mal. Si jamais vous êtes intéressé par des choses dont je vais parler et par les études qui développent le sujet, eh bien vous m'envoyez un mail. Le mail c'est mon prénom, mon nom, christophe.til@apec.fr, et je ne manquerai pas de vous envoyer les PDF dans lesquels tout ça est détaillé beaucoup plus que je ne pourrais le faire en quelques instants. Je vais dire un tout petit mot sur une étude qu'on a faite il y a quelques années, une espèce de tour d'horizon méthodologique et des fondamentaux sur l'évolution des métiers et des compétences. La collègue qui a travaillé dessus a dégagé 6 grands moteurs de l'évolution des métiers et des compétences pour couper un petit peu court à tous ces discours comme quoi les métiers de l'avenir n'existent pas encore, etc. Et à dégager plutôt des évolutions graduelles. Alors, il y a 2 de ces moteurs qui sont la mondialisation et la métropolisation, qui ne concernent pas forcément notre propos d'aujourd'hui, mais si je vous parle d'autres moteurs qui sont la transition énergétique, on est en plein dedans, l'innovation technologique, on est en plein dedans aussi, les évolutions réglementaires, beaucoup concernent les sujets TR2E, transition écologique, et puis un petit peu aussi la transformation numérique, parce que tout le domaine du numérique, évidemment, est très impliqué, il est énormément consommateur d'énergie.
Pour répondre plus directement à votre question, à partir de ces éléments et à partir de l'analyse des offres d'emploi, puisque vous savez qu'on a quelque chose comme 200 000 offres d'emploi cadres chaque mois qui sont publiées sur notre site, donc ça permet de faire des analyses assez approfondies. Je vais vous parler de 4 grands groupes de métiers qui sont en plein développement, en tout cas qui sont importants par rapport à ce qu'on appelle les métiers verts. Donc c'est une partie des métiers qui sont affectés par la transition écologique. D'abord, le plus important, c'est le groupe des métiers de la gestion des risques environnementaux. Donc les risques industriels, tout ce qui est QHSE, qualité, hygiène, sécurité, avec des profils surtout scientifiques, mais également de gestion. Les métiers de l'énergie et de l'eau, bien entendu, et là on va avoir tout ce qui est énergie renouvelable, avec beaucoup de profils scientifiques qui sont demandés. Les métiers de l'environnement et de l'agronomie, donc là on va parler de biodiversité, etc., protection de la biodiversité, donc là on a aussi des profils scientifiques mais moins techniques, plus biologiques. Et puis les métiers de la dépollution, de la réhabilitation des sites industriels, de la dépollution des sols contaminés, du désamiantage également, avec là des profils également techniques mais également un petit peu plus du côté du bâtiment. Voilà, donc ça c'est 4 grands groupes. Là je vous parle des métiers verts, c'est-à-dire selon la définition officielle, les métiers dans lesquels les compétences principales servent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l'environnement. Ça c'est la définition de l'ONEMEV, qui est l'organisme qui a la main sur cette notion de métier vert. Mais il y a évidemment plein d'autres métiers. On parlait autrefois des métiers verdissants, ceux qui étaient affectés par la transformation écologique. On n'en parle plus maintenant parce qu'en fait on se rend compte que c'est quasiment tous les métiers qui sont affectés. Alors du coup justement, comment anticiper et former les salariés à ces nouveaux métiers, on va dire, ou pas forcément nouveaux, mais en tout cas verdissants? Alors je vais vous répondre à l'aide d'une étude justement qu'on a publiée il n'y a pas très longtemps sur des parcours de cadres impliqués dans les démarches éco-responsables de l'entreprise. En fait, on a observé que ces cadres incarnent la rencontre entre deux choses, qui est d'une part leur trajectoire personnelle et d'autre part le besoin de leur entreprise. Du côté du cadre, on a des gens qui sont en quête de sens, qui ont un intérêt personnel pour les sujets écologiques, qui se sont documentés eux-mêmes, qui ont pris sur leur propre temps pour devenir un petit peu des experts et qui ont envie d'agir. Et de l'autre côté, on a une entreprise qui est prête à leur donner un poste dans ce domaine-là, et donc on a des gens qui vont passer de postes techniques, commerciaux, etc., à responsables RSE ou autres. Donc on voit que dans ces cas de transition réussie, je dirais, c'est pas tellement une embauche d'une personne qui serait prise de l'extérieur exprès pour ça, mais c'est vraiment une montée en puissance d'une personne, d'une compétence qui existait mais qui n'était pas forcément connue ou reconnue dans l'entreprise, et qui devient, qui prend ce poste. Et là, essentiellement, pour faire fonctionner les choses, eh bien, il faut qu'il y ait des démarches concrètes qui soient faites, donc que cette personne soit mise en charge de sensibiliser ses collègues, de recenser des actions à faire, etc. Donc quand on parle de sensibiliser ou de former les gens, ça va beaucoup passer par ces responsables-là, par ces personnes qui prennent ce type de poste. Et est-ce qu'à votre sens, il y a un risque de pénurie de compétences? Alors, pas forcément, parce qu'on a quand même un système d'enseignement qui forme des gens. J'ai parlé tout à l'heure de nombreux profils techniques qui étaient attendus. Il y a pas mal de ces métiers qui peuvent correspondre à des profils d'ingénieurs généralistes. Surtout, ce qui est important, en fait, ce qui figure également dans une des études qu'on a réalisées, c'est l'importance des compétences transférables et des savoir-être. Du côté des savoir-être, il y a évidemment tout un côté de communication, puisqu'il s'agit souvent de porter la bonne parole auprès des collègues, etc. Mais tout ce qui est gestion de projet, qui est quand même une compétence très exigée dans beaucoup de métiers, mais particulièrement dans celui-là. Et puis, bien entendu, les questions d'évaluation budgétaire, des coûts, voilà, tout ce genre de choses. Et puis, bien entendu, de capacité de recherche, de se créer une documentation, de faire le tour de la question par soi-même. Voilà. Les personnes dont je parlais tout à l'heure qui ont fait cette trajectoire en interne, en général, ont démontré par leur trajectoire qu'elles étaient à même de faire ça, puisqu'elles se sont montées par
leurs propres efforts jusqu'à ce poste qu'on leur a proposé, mais ça fait également partie. Donc voilà, le point important, c'est que s'il y a des compétences techniques derrière ça, en fait, c'est tout ce qui va autour qui est aussi très important et qui fait que le problème ne se situe pas entièrement au niveau des filières de formation. Très bien. Monsieur Balu. Votre agence met l'accent sur l'implantation et l'accompagnement des entreprises en Gironde. Comment intégrez-vous désormais la durabilité, empreinte carbone, économie verte, dans ce processus d'accueil? Alors, Investi Bordeaux, on est constitué en association, on a particulièrement des agences de développement économique. Alors, il y en a de toutes sortes. Nous, on dit qu'on fait du développement économique dit exogène, dans notre jargon barbare. Exogène, c'est-à-dire qu'on fait de l'attractivité économique. Dit autrement, notre objet social, si je le résume avec mes mots à moi, c'est de favoriser des projets d'investissement sous quelque forme que ce soit, implantation, extension, relocalisation, prise de participation, rachat, en Gironde, sur un terrain de jeu qui est le plus grand département de France métropolitaine. Le plus grand, c'est la Guyane. Et le deuxième département le plus grand, ce sont les Landes. En 2021, après les élections municipales, donc le 28 juin 2021, il y a des choses qui ont changé à Bordeaux. Inévitablement, comme la mairie, la ville de Bordeaux et la métropole font partie de nos financeurs, on a bien compris que une partie de notre conseil d'administration allait renverser la table. Donc, de manière assez darwinienne, il fallait soit soumettre, soit démettre. Donc, l'instinct de survie a prévalu, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on se transforme. Et on s'est transformé déjà en changeant. On n'a pas touché le nom de l'agence, même si on a rajouté un sous-titre, Investi Bordeaux territoire girondin, pour bien incarner le fait qu'on intervenait au-delà des limites des 28 communes de Bordeaux Métropole. Et puis on a développé une nouvelle feuille de route, donc on a eu une période de stress test de 6 mois, donc on a passé l'examen avec succès, on a évité surtout le hors-sujet. Et donc on est parti sur 2 grands axes. Donc un, c'était le desserrement métropolitain, qui essaie de favoriser un aménagement équilibré du territoire girondin, sachant que, on prend les mots de l'ancien président de Bordeaux Métropole, la métropole de Bordeaux, concentrée, avait quasiment le monopole des investissements et risquée d'embolie. Et puis Bordeaux venait de subir le phénomène gilet jaune, très très prononcé à Bordeaux, avec des gens qui étaient frappés par les 80 km/h, la limitation de vitesse, l'augmentation du prix du carburant. Et à Bordeaux, très symboliquement, c'était des gens qui arrivaient de l'extérieur de la métropole qui y travaillaient et qui venaient tous les samedis, tous les dimanches, casser le centre-ville. Ce qui a notamment probablement poussé aussi l'ancien maire de Bordeaux à rejoindre le Conseil constitutionnel. Donc le premier axe, c'était le desserrement métropolitain, et le deuxième axe, c'était de favoriser des projets à impact positif. Donc, je vais le dire autrement, c'était faire en sorte que l'on favorise l'arrivée de projets qui ne tapaient pas dans les ressources naturelles et qui ne verraient pas la capacité de nos enfants et de nos petits-enfants, demain et après-demain, à faire eux aussi du développement économique. Donc ça, c'était vraiment un changement radical, qui n'a pas concerné que Bordeaux. Il y a 3 agences qui étaient un petit peu en pointe et qui vivaient un petit peu les mêmes métamorphoses. C'était l'agence, nos amis de Nantes, nos amis lyonnais, donc Andy Lyon, Anco à Lyon, Lex-Alderly, Nantes, Saint-Nazaire Développement, et donc Investi Bordeaux. On a été les 3 territoires qui ont été un peu contraints de changer plus vite que les autres. Sachant que ces transformations sont d'abord faites dans les grandes villes, puis ensuite ça a irrigué les autres territoires, et notamment les villes moyennes. Donc il a fallu prendre le sujet et se dire, bon, ça veut dire quoi, faire du développement économique autrement. Donc nous on a rajouté 2 mots à la demande du maire de Bordeaux, donc on est maintenant aujourd'hui une agence de développement économique durable et raisonnable. Il me semblait qu'on était très raisonnable avant, mais là encore plus aujourd'hui, on est encore plus durable. Et on a démontré qu'on avait résisté. Et puis ensuite on s'est dit, comment on prend le sujet? Alors assez vite il est apparu 2 façons de le prendre. Un, d'essayer d'avoir un yucca des projets, de faire un scoring a priori des projets, avec une difficulté immédiate, c'est que c'est risqué. Moi je ne suis pas un censeur, je ne suis pas là pour dire si la maroquinerie d'Hermès à Saint-Vincent-de-Paul ou à Loupes c'est un bon projet ou un mauvais projet. D'ailleurs il peut se regarder de plein de façons différentes. Moi je pense que c'est un excellent projet, d'ailleurs tous les maires le voudraient. Mais d'un autre côté, si on regarde la consommation foncière, 6 hectares, 280 personnes, 6 000 m² de bâtiments, c'est un ratio de consommation foncière qui n'est pas conforme aux objectifs de sobriété. Donc, un projet peut se regarder comme, vous savez, comme les cartes, il y a des trucs qui apparaissent en filigrane, vous savez,
C'est ça, ouais. Les cartes holographiques. Voilà. Pokémon. Donc voilà, les projets peuvent se regarder comme ça, hein, selon comment vous le tournez. Nous, on a un projet là, qui fait un peu parler de lui en ce moment à Bordeaux, le projet M, hein, E des ME. Bon, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire pencher le projet d'un côté ou d'un autre, mais en tout cas, moi, je sais remplir la colonne du plus, la colonne des moins. Voilà, rien n'est jamais parfait. Donc les Yucca, nous, on est parti dans cette voie-là, c'était la voie la plus facile, et comme on nous a reproché de le faire en interne et que c'est toujours mieux qu'on soit un consultant qui le fait, on a lâché 16 000 € et on s'est fait livrer un très beau tableur, une usine à gaz sous Excel. Et donc il a révélé que les projets avaient un score, donc nous, un tiers des projets, c'est des projets dans le numérique, donc ils avaient tous 2,86 de notes. Et puis donc on se retrouve avec ces notes. J'ai fait volontairement un petit moment de silence, parce que quand j'ai eu mon tableau avec les notes, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc ça veut dire qu'il aurait fallu les refuser, ces projets. Et qui prend la décision? Je réunis mon conseil d'administration. Et s'ils ne sont pas d'accord, qui fait quoi? C'était 2,86 sur combien, du coup, la note? Oui, mais là en plus, il n'y a pas de référence, on n'a pas d'historique, donc c'est très compliqué. L'autre façon de prendre le sujet, c'est-à-dire on ne fait pas un Yucca scoring a priori, on essaie de regarder a posteriori. On prend le bilan d'une année ou de 3 années, c'est un petit peu ce qu'a fait Lyon. Et on essaie de voir quels ont été les impacts de ces projets d'implantation sur le tissu économique, sur la géographie. Donc là, ils ont fait aussi travailler des consultants, il se trouve que c'était les mêmes. Hein. Mais en ayant des moyens qui sont à peu près 4 fois les nôtres, donc ils peuvent recourir à ce cabinet à peu près 4 fois plus que nous, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc avec des méthodes qui s'appellent Local Footprints Economics. Ils sont allés même sur des sujets assez passionnants, hein, du reste, hein, de métabolisme territorial, c'est-à-dire considérer le territoire presque comme un organisme vivant. Voilà. Nous, dans les faits, on s'est un petit peu arrêté. Comme on était parti bien en tête, on a fait un petit peu machine arrière. On est revenu sur des indicateurs très très basiques, qui ne sont pas qui sont des indicateurs de caractérisation des projets. Mais on n'a pas voulu prendre position sur les impacts. Voilà ce que je peux dire, sachant que nous on a résumé un petit peu le programme enseigné, en fait ça sert à quoi tout ça? Et on est revenu sur ce que je vous disais, ça, ne pas obérer la capacité de nos enfants et petits-enfants à faire du vélo. Donc, est-ce qu'un projet vient taper dans la ressource naturelle? Est-ce qu'un projet est un projet de prédateur? Vous voyez à peu près ce que c'est un projet de prédateur, où je vous explique ce qui pourrait être un projet de prédateur? Ouais, un exemple. Projet de prédateur, c'est le projet qui pourrait s'intéresser au massif forestier landais et dire bonjour, il me faut 800 000 tonnes de bois. Je vais m'implanter, alors je vais prendre le département des Landes, je vais très peu recruter parce que ce sera entièrement machinisé, et toute la production va partir en Asie. Voilà. Bon, bah là on voit très bien. Vous voyez, c'est prédateur, ça va générer la fiscalité, ça va recruter, ça va générer des emplois, mais on se dit bien qu'il y a un problème. On vient taper sur la ressource qui est en conflit, hein, sur l'usage avec d'autres, sachant qu'on est dans une situation très tendue du massif forestier, que le bois on en a besoin pour autre chose. Et de la production de bois papier, on est parti sur des bioraffineries, sur la chimie aussi. Donc nous, on a considéré qu'il fallait surtout essayer de renifler les projets prédateurs. Et là-dessus, chaque fois qu'il y avait un doute, c'était d'interroger le conseil d'administration. Et il se trouve J'ai envie de dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, non? Non, en règle générale, alors nous, on est obligé d'intégrer l'IA, déjà parce qu'on est 3 à 4 fois plus petits que nos concurrents, 3 fois plus petits que nos collègues marseillais et nantais, 4 fois plus petits que nos collègues lyonnais. Donc nous, c'est un impératif, on en a fait un enjeu transversal. Mais il y a une chose que j'ai refusé qu'on intègre l'IA, c'est sur la qualification des projets. On a justement une équipe qui est très expérimentée, et l'IA ne va pas vraiment nous aider sur la qualification de projet. Parce que dans la qualification de projet, vous qualifiez le projet, vous qualifiez les porteurs de projet, vous qualifiez l'évolution du marché, de ce que vous en savez. Voilà, on n'a surtout pas des experts, mais une qualification de projet, en règle générale, ça met assez vite tout le monde d'accord. Et du coup, quelles sont les innovations là, que vous avez pu observer pour réduire l'impact environnemental sur les implantations ou les relocalisations des entreprises que vous avez pu accompagner? Est-ce qu'il y a des choses là qui sortent nouvelles? Oui, alors j'ai juste oublié de dire qu'on essaie de repérer les investissements prédateurs et on s'est attaché effectivement on s'est résolument engagé dans la voie, quand on parlait de responsabilité territoriale des entreprises, et que moi je parlais avec mes mots à moi d'ancrage local responsable, on considère que c'est extrêmement compliqué de mesurer les impacts au moment du projet. Un projet c'est un début, une fin, mais c'est pas la vie de l'entreprise. Et quels sont les impacts d'une activité, d'une entreprise de manière longitudinale? Nous on n'est pas sur le longitudinal. Nos collègues de la Chambre de commerce sont sur le longitudinal, la région accompagne les entreprises de manière longitudinale. Nous non, on rentre dans les entreprises, dans leur intimité,
au début d'un projet et à la fin du projet, on en sort. Donc nous, c'est pour ça qu'on travaille sur ce concept d'ancrage local responsable. Une fois que l'entreprise est intégrée, il faut qu'il y ait un service après implantation et qu'on l'aide à s'ancrer. Et comment on s'ancre? Le dirigeant peut devenir élu ou se présenter aux élections consulaires, l'entreprise peut financer le club de foot du coin, l'entreprise peut s'intéresser, essayer de développer des projets d'insertion par l'économie, elle peut essayer de favoriser des circuits courts, elle peut s'intégrer dans un cluster en pôle de compétitivité locale, elle peut financer une chaire. On voit tous ces liens qui peuvent être tissés entre entreprises du territoire. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on voit émerger? Alors, énormément de choses. Alors déjà, une évolution et un durcissement réglementaire. Chaque fois en France que vous allez entendre parler de choc de simplification, vous pouvez vous dire que dans les 6 mois, les délais d'instruction vont être rallongés et que la réglementation va se durcir. Donc faites attention dès que vous entendez des chocs. En règle générale, c'est pas une bonne nouvelle. Un choc, c'est rarement une bonne nouvelle. Donc nous, aujourd'hui, on travaille dans notre capacité à faire notre métier, que ce soit le développement économique, mais ça vaut aussi pour les maires, pour produire du logement, pour produire des équipements publics. Vous avez dû entendre parler du ZAN, du zéro artificialisation nette, de cette trajectoire jusqu'au ZAN. L'objectif, c'est 2050. Donc produire du foncier économique, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et un foncier économique, c'est un foncier sur lequel l'entreprise peut déposer un PC demain. Il n'y en a pas. Chaque fois, il faudra affronter les aléas de toutes les études préalables, les études environnementales, les études de faune flore. Et donc on va très vite arriver sur des limites qui sont la production de foncier, l'énergie et l'eau, sont corrélées. Donc ce qu'on voit émerger, c'est que le ZAN nous a précipité dans un monde où de toute façon il va falloir densifier. Densifier, c'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir sur des processus en gravité dans l'industrie, il va falloir qu'on ait probablement de la verticalité dans la logistique, qu'on réinterroge et qu'on réinvente l'art d'aménager, l'art de construire des bâtiments. Tout ça, déjà, Nous, on est pour qu'il y ait plus de bâtiments. Exactement. On a des problèmes de logement national. Ouais. Tout ça est en train de muter. Autre phénomène que l'on voit, c'est... on oppose souvent l'économie conventionnelle et l'ESS. On s'est croisé avec François plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, parce qu'il y avait le congrès mondial de l'économie sociale et solidaire qui se tenait à Bordeaux, le GCF. Nous, notre credo, c'est qu'on croit à la jonction entre les deux. On ne les oppose surtout pas. On pense qu'il y a vraiment des choses à faire à la jonction des deux. Et je vais vous prendre un exemple. On a dans l'agglomération bordelaise un sous-traitant électronique qui s'appelle Cordon Electronics, qui a développé pour le compte de son client Orange une ligne de reconditionnement de smartphones. Et à la demande d'Orange, fait opérer cette ligne par une entreprise adaptée, donc qui n'emploie que des personnels handicapés, qui s'appelle Handiprint, qui est bretonne. Et donc on a là un client Orange qui est heureux, qui met ça dans son rapport d'activité, une entreprise adaptée qui donne des emplois à des personnels qui sont souvent loin du travail, et puis un EMS, un sous-traitant électronique qui continue à se développer. Donc la réglementation va être un moteur fort, la réglementation et la fiscalité. Sachant qu'on en parle un petit peu moins en ce moment, parce qu'on parle plus de course au armement et d'Ukraine. J'aime bien cette phrase du journaliste du Monde qui disait on est passé un peu du verre au caquet. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des directives européennes, une qui s'applique taxonomie, une qui devait s'appliquer et qui est un peu retardée, c'est SRD, qui va nous faire rentrer dans ce monde de la performance extra-financière, de la double matérialité. Donc, le mouvement est vraiment engagé. Voilà. Et je n'ai pas parlé, vous n'avez pas entendu parler encore de marque employeur. On sait bien que nos nouvelles générations, moi je suis papa de 2 enfants de 22-26 ans, autant vous dire qu'ils ne rentrent pas sur le monde du travail comme nous on y rentrait. Nous on flippait sur le fait d'avoir un boulot quand on arrivait, on s'y accrochait. Bon, eux sont quand même beaucoup plus libres, beaucoup plus libres. Oui, alors, on va pas, je crois qu'ils en parlent justement dans la table ronde de la fameuse Gen Z. Je vais me tourner vers Monsieur Laporte, donc Full Ace, qui est une entreprise, donc je vous l'ai expliqué, spécialisée dans l'objet et le vêtement d'image. Donc elle conçoit, personnalise ou fabrique les produits textiles, objets de communication, packaging, en cohérence avec l'identité de ses clients. Et elle a suivi le parcours CEC en 2024, illustrant un engagement structuré en matière de RSE et de durabilité. Et d'abord, première question, c'est quoi un parcours CEC? Alors, un parcours CEC, la CEC c'est la Convention des entreprises pour le climat. C'est sous un modèle associatif
Et il y a des CEC par grande région. Donc, nous, on a participé à la CEC Nouvelle-Aquitaine de l'année précédente. L'objectif de la CEC, c'est des entreprises PME comme nous, grands groupes. Il y avait G Sud-Ouest, il y avait Faya, il y avait des mondes, il y avait Cheval Blanc, il y avait Cache Piscine, il y avait plein de gens d'environnements différents. Et la question, c'était que des gens concernés par une envie de RSE, par une réflexion sur nos métiers, sur où va le monde, où vont nos entreprises, où vont nos salariés. Et c'est des réponses à nos questions, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on peut faire. Et la CEC, c'est nous amener à réfléchir sur comment maintenir nos équilibres économiques dans nos boîtes, tout en pensant à la transition écologique et sociétale qui arrive et que l'on va subir, maîtriser ou programmer. Donc c'est des réunions, on a fait 6 fois 2 jours et demi, avec des intervenants de niveau très intéressant. Après, il y avait des ateliers, des camps de base, où on était 2 personnes par entreprise, en général le directeur pour les grands groupes, chef d'entreprise pour les petites PME, avec ce qu'ils appelaient le Planète Champion, notre responsable RSE. Et on était 10 entreprises par groupe de travail. Et le but, c'est comment on va chacun faire évoluer nos business models pour s'adapter au monde que l'on veut choisir ou qui se propose à nous. Et du coup, quels enseignements avez-vous tirés de ce parcours et comment cela a-t-il influencé vos décisions en matière de durabilité et d'innovation? Alors, nous, on y allait de façon très engagée. Vous avez expliqué ce que je faisais. On travaille dans l'objet de vêtements d'image. En gros, pour vous, c'est l'objet de vêtements publicitaires. Donc, pour vous, une image de produit, goodies. Produit jetable, utilisable qu'une fois. Donc, tout ça, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une évolution. La sémantique, quand on parle d'objet de vêtements d'image, c'est qu'aujourd'hui, on va vers des produits utiles, durables, qui vont être utilisés par le nombre de gens le plus possible et de plus en plus durables. Donc, il y a une évolution. Je travaille aussi dans le merchandising sportif. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui, par exemple, avec les clubs bordelais, les boxers, l'UBP, les Girondins. On travaille soit l'équipement sportif, soit les produits qui sont vendus dans les boutiques des clubs. Donc, ce qu'on appelle le merchandising sportif, c'est la même chose. On met un logo sur un produit. Et dernier axe de travail, on fait du packaging pour des marques de luxe. Voilà, donc la problématique des marques de luxe qui fabriquent, par exemple, tout en France ou en Europe, fabriquent où leurs accessoires et l'emballage. 90% en Chine, pas forcément en Europe. Donc on est tenté, on se dit, est-ce que Made in France est plus RSE que Made in China? Est-ce que, quand on fait du textile qui est fait au Bangladesh, je vois passer plein de choses qui disent c'est pas possible, les enfants sont exploités, mais si on arrête tous notre production au Bangladesh, qu'est-ce qui se passera au Bangladesh? Donc est-ce qu'on va se crever des pays parce qu'on décide tout qu'il faut du Made in France? Est-ce que la question de tout à l'heure, les gens sont capables de payer des produits Made in France 10 fois plus cher que des produits Made in Bangladesh? Et est-ce que demain, on est capable de baisser la surconsommation que l'on fait? Parce que nous, on est par exemple dans le monde du sport, on est dans un monde de surconsommation. Pour donner un exemple tout simple, on va parler du Stade Bordelais football, si vous voulez, qui aujourd'hui a 600 licenciés, on va faire donc 600 maillots, et c'est Leclerc le sponsor. Et l'année prochaine, c'est Intermarché. Qu'est-ce qu'on fait des 600 maillots? On va les jeter, on va faire 600 maillots Intermarché. Voilà la surconsommation dans laquelle nos métiers on est confrontés. Donc la CEC, ça nous a amené à quoi? À réfléchir sur notre mission première. Est-ce qu'on est là que pour vendre ce que le client demande? Donc aujourd'hui, mais je pense que c'est valable à tous les métiers, non. Aujourd'hui, on doit être capable de proposer des solutions plus innovantes et plus vertueuses à nos clients. Donc en quelque sorte, vous faites aussi un peu d'éducation du client. Alors, pour nous, on doit éduquer, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour nous, dans nos métiers, ce qui est important, c'est l'éducation des clients, de nos collaborateurs, de nos fournisseurs et des usines qui fabriquent. C'est-à-dire qu'on doit engager toutes les parties prenantes dans la réflexion de vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut mettre sur le marché. Alors, c'est pour ça qu'il y a un échange forcément entre la partie fournisseur et la partie client. Le client, on doit lui dire ne demande pas n'importe quoi, et le fournisseur fabrique et propose des produits qui vont être un peu plus vertueux. On parle d'empreinte carbone, donc aujourd'hui on est capable de mesurer l'empreinte carbone et l'analyse du cycle de vie de chacun des produits qu'on met sur le marché. On est capable d'avoir les audits sociaux de toutes les usines avec qui on travaille. Donc quand je parlais de transparence, c'est ça la RSE. Après, le client final, dans un groupe ou petit groupe, il va choisir dans son âme et conscience. Nous, on ne peut pas juger ce que font les gens. On doit leur amener des éléments. C'est là où il faut des scorings, c'est là où il faut des chiffres.
Et c'est là la difficulté, parce que j'entendais parler d'EcoVadis tout à l'heure, j'entends parler de scoring, quel scoring on utilise, l'empreinte carbone d'un produit, elle se mesure jusqu'où, jusqu'au moment où je livre, ou à l'analyse du cycle de vie. Donc notre métier aujourd'hui doit évoluer, la CEC nous a fait prendre conscience de ça. Je ne suis pas un simple négociant, je ne vends pas un maillot, je dois amener ce que le maillot va consommer, comment le maillot peut être réutilisé, comment le maillot peut être recyclé, comment on peut baisser la surconsommation, tout en maintenant mon équilibre économique, parce que ça aussi c'est important. Si au lieu de vendre des maillots tous les ans, j'en vends que tous les 3 ans, il va falloir que je pense à un modèle différent. Donc voilà, ça nous a amené à réfléchir sur ça, ça nous a amené plus loin, sur la mobilité de nos personnels, le transport de nos marchandises, comment, où on va, comment on groupe, comment on fait moins d'avions, pas des DHL pour un prototype. On a travaillé avec des vins, et Pétrus dans les ateliers de travail. Non, mais c'est des réflexions qu'on mène. Quand des gens demandent un avion pour une caisse de 6 bouteilles, c'est complètement aberrant. Donc on est tous en train de repenser nos modèles. Donc voilà, et on est même allé jusqu'au mode de gouvernance de nos boîtes, parce que la RSE, c'est pas que l'empreinte carbone, c'est le bien-être des salariés, c'est la façon dont on va vivre l'entreprise, c'est ce qu'on disait. La marque employeur, elle doit être forte, mais c'est qu'est-ce que propose l'entreprise, qu'est-ce que va faire l'entreprise pour ses salariés, comment je vais les fidéliser, comment je vais les rendre bien, heureux, et parce qu'ils seront bien heureux, ils travailleront mieux. Donc on est ce genre de réflexion, et ça peut pousser aujourd'hui à se dire, est-ce que des gouvernances de PME comme la mienne, où il y a un chef et puis des gens qui exécutent, ça ne peut pas évoluer. Il ne peut pas y avoir des nouveaux modèles avec des salariés qui rentrent dans l'actionnariat, qui rentrent dans les décisions, des commissions différentes. Pour embarquer les parties prenantes, ça ne peut pas venir que du haut. Il faut aller chercher des leaders qui vont mobiliser un peu tous les salariés dans l'équipe pour que tout le monde réfléchisse. C'est des ateliers de travail, donc ça ne peut pas se décider que de la tête. Et pourquoi la CSC m'a intéressé aussi, et pourquoi je pense que les entreprises ont un rôle important dans cette transition, c'est qu'aujourd'hui, quels peuvent être les acteurs de nos changements? On va dire les hommes politiques, on en parlait tout à l'heure, pas de courage, parce qu'il y a à chaque fois des échéances à court terme. Donc ils changent beaucoup. Donc en ce moment, c'est un boulot très instable. Il n'y aura jamais de suivi. Le citoyen que nous sommes, on n'a pas envie, parce que si moi je le fais, mais que l'autre ne le fait pas, pourquoi je vais le faire? Et puis on est dans notre confort. Donc si ce n'est pas l'entreprise qui prend en main l'éducation de ses salariés et donner des lignes directrices et donner un autre sens que le résultat de la boîte à ses salariés, mais je pense qu'on passera à côté. Donc je pense que c'est aux entreprises d'éduquer tout le monde, et en particulier ses salariés, à un changement de méthode et de réflexion. Et je reviens à la CSRD, c'est dommage que ça recule un peu. Ça montre qu'on n'est pas engagé quand même à fond dans des bilans autres que financiers, et qu'aujourd'hui, plus on va montrer que l'entreprise n'est pas qu'un résultat des EBITDA, mais aussi un résultat sociétal, environnemental, on fera progresser les choses. Voilà pourquoi j'ai participé à la CEC, voilà ce que la CEC nous a amené à réfléchir. Et j'ai envie de dire une pratique concrète que vous pourriez, donc issue de ce parcours CEC, qui pourrait inspirer d'autres entreprises de votre secteur, ou pas forcément d'ailleurs. Des pratiques concrètes, on en fait plein, parce qu'on a mis, puisque je vous disais, pour nous c'est la politique des petits pas, on a repris plein de choses. Mais par exemple, on s'est engagé que dans 2030, il n'y aura plus un produit qu'on proposera, par exemple, avec du plastique issu d'origine pétrolière. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités. On peut faire des stylos en plastique avec des produits d'origine végétale. Aujourd'hui, on commence à travailler sur du recyclage textile. On peut amener des solutions pour faire du stylo avec. Donc aujourd'hui, notre premier engagement, c'est d'aller chercher des produits de ce type-là. Mais il y a plein d'autres exemples qu'on fait sur la mobilité des salariés, sur le transport de nos marchandises, sur... Alors, ça nous intéresse, la mobilité des salariés. Et j'ai Camille, là, qui est ma responsable RSE, c'est pour ça que je la regarde. Aujourd'hui, par exemple, quand on n'a pas changé de siège, on a mis un deuxième siège dans Bordeaux, on a choisi de s'implanter au bord du tram. Voilà. Pour nous, c'est un exemple clair. Donc, là, les démarches ont été très longues, parce qu'on a pris... C'était une maison à l'origine bourgeoise qu'il a fallu faire évoluer. On pourrait expliquer à tout le monde qu'on changeait l'affectation et tout, mais on l'a mis au bord du tram, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que 50% des salariés viennent à vélo ou en tram ou au boulot. Dans le transport des marchandises, aujourd'hui, quand on va livrer un client, si je lui livre des t-shirts d'un côté,
des stylos de l'autre et qui me demande de livrer en 3 dates différentes. Si j'arrive à tout grouper, si j'arrive à tout ramener, on fait des économies terribles, financières, mais d'empreinte carbone également. Voilà. Donc il y a plein d'exemples comme ça sur lesquels on travaille au quotidien. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est une dernière chose, on avait adhéré il y a 7-8 ans au Global Compact des États-Unis et on publie notre COP, la coopération sur le progrès. Et ça, c'est un exercice intéressant, c'est-à-dire que même si on n'adhère à rien, se dire tous les ans, tiens, qu'est-ce que j'ai fait cette année et qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Ça, c'est un petit exercice que dans chaque entreprise, il est intéressant de faire par service et puis par entreprise, parce que vous avez dit, j'ai fait ça, c'est pas mal. On mesure, efficace, pas efficace, on continue ou on arrête, parce que ça ne sert à rien de s'embourber dans des actions inefficaces au détriment d'actions qui peuvent être plus efficaces. Donc je trouve que c'est intéressant également de... Oui, c'est un pas après l'autre, et puis c'est un peu les exemples qu'on avait ce matin avec le groupe CCF, pardon, c'est de faire le bilan de ce qui marche et de parfois de ce qui ne marche pas aussi, et de faire, bien sûr, je peux vous donner le mien. Juste pour compléter, pour partager l'expérience de l'entreprise, alors on a fait une relocation il y a 3-4 ans, je suis désolé, on n'a pas fait appel à vous parce qu'on a juste traversé la Garonne. Donc il y avait, pour les Bordelais, il y avait 500 mètres à faire. On était implanté à Darwin et exactement comme vous, Patrick, on a décidé d'implanter, on cherchait dans un endroit à Bordeaux, on cherchait entre la Porte de Bourgogne et le musée d'Aquitaine. Donc pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, vous avez les 3 lignes de tram qui passent. Et donc aujourd'hui, on n'a plus personne qui vient en voiture. Voilà, on n'est pas très loin de la gare, donc on a quelqu'un. Voilà. Donc on a totalement décarboné nos mobilités. On fait notre bilan carbone et est tombé à 2,5 tonnes par ETP, donc c'est très très faible. Hein. Et le déménagement, on a fait appel à une association qui s'appelle Atelier Remue Ménage, qui nous a fait le déménagement en vélo cargo, voilà, parce que c'était pas très loin. Non, mais on peut aller, alors il y a les 500 mètres, hein, donc ça se fait. C'est Emmanuel après. Mais on peut, voilà, c'est quand même des petits gestes, voilà, mais c'est le cumul des petits gestes qui à la fin finissent par faire beaucoup, parce que quand on multiplie tous ces petits gestes par 10 000, 100 000, 1 million d'entreprises, à la fin ça fait un gros total. Alors merci, on n'a pas préparé, hein, ça me fait une transition géniale, Emmanuel, puisqu'on va parler effectivement là du monde du déménagement qui, entre les avions, les bateaux, les camions, n'est pas le secteur le plus neutre en carbone, en tout cas pour le moment. Mais je suis certaine que ce monde ne ménage pas ses efforts pour justement engager une vraie stratégie pour réduire cette empreinte. Et pourtant, déplacer des tonnes de meubles, de mobilier sans alourdir la planète, c'est un sacré défi. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelles stratégies commencent ou sont déjà mises en place pour réduire cette empreinte carbone dans le monde du déménagement? Alors, le vélo cargo, apparemment. Ça existe, effectivement, c'est des alternatives très urbaines d'ailleurs, hein, qui sont déjà connues depuis plusieurs années. Alors, avant de vous rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que nous on met en place, juste pour resituer un petit peu le contexte, effectivement, le déménagement, secteur d'activité du transport, au niveau mondial, c'est à peu près 30% des émissions de CO2. Au niveau France, c'est 24-25%. Et le déménagement, dans cette partie-là, est une infime partie, puisque le secteur d'activité du transport, c'est 330 milliards d'euros à peu près. Et le déménagement, c'est un secteur qui fait à peu près 1,5 milliard. Donc c'est une petite partie. Néanmoins, on reste acteur de cette activité maîtrise de CO2, donc on se doit de participer à notre échelle, d'entamer effectivement des actions, des démarches, des mesures, des actions correctives, etc. Donc nous, le groupe des Gentlemen du déménagement, on a engagé une démarche de certification ISO, donc on détient la certification ISO 26000 donc depuis 2023. Je parlais tout à l'heure d'EcoVadis, parce qu'effectivement pour nous c'était une première étape, puisqu'on travaille beaucoup en B2B, où on nous a imposé de passer ces évaluations, et ça a eu le mérite quand même de, je dirais, de faire une analyse, un état des lieux de là où on en était, et d'avoir en fait des steps, savoir voilà, quelles étaient les actions à engager. Maintenant, dans nos principales actions, alors notre responsable RSE aura été plus à même et beaucoup plus professionnel pour vous détailler tout ce qu'on fait au quotidien. Mais ce qui est important, c'est que aussi la démarche RSE que nous on a entamée et qu'on travaille au quotidien, elle engage le siège des Gentlemen, puisqu'on a un réseau de 130 agences, un groupement coopératif,
mais elle engage aussi 130 agences, 130 adhérents au niveau du groupement. Donc il y a un peu la lourdeur de la machine aussi, c'est des engagements forts que doivent prendre nos agences au quotidien, tout ça dans un marché particulièrement complexe et tendu avec des marges de plus en plus réduites. On y reviendra peut-être. Sur la partie donc décarbonation des prestations et la RSE. Alors je fais juste un petit focus sur la RSE, parce qu'effectivement RSE, il y a la décarbonation, mais pas que. Pour nous, la RSE, c'est notre qualité de service au quotidien, c'est 4 grands piliers, la qualité de service, c'est, je dirais, le confort et la bienveillance vis-à-vis de nos collaborateurs. C'est notre rôle sociétal, et on travaille beaucoup sur l'inclusion et l'insertion, et aussi dans le cadre de marchés publics, avec des actions d'insertion sociale. Et puis, c'est notre démarche environnementale. Ça, c'est nos quatre piliers de la RSE. Dans nos actions concrètes de décarbonation de nos prestations, je vais dire la première, et on l'oublie souvent, mais finalement, c'est la dématérialisation. On se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, il y a encore des devis qui partent en courrier papier, des factures, etc. Donc, il y a l'obligation de la dématérialisation qui arrive au mois de septembre 2026, je crois. Nous concernant, ça fait un certain nombre d'années que tout est dématérialisé, et l'idée, c'est aussi vis-à-vis de nos clients, que ce soit donneurs d'ordre ou nos clients finaux, M. Martin, Mme Dupont qui déménage, tout soit dématérialisé. Donc, c'est leur mettre à disposition des outils, des solutions digitales qui permettent le zéro papier. Ça, c'est quand même la première des étapes, selon moi, en tout cas ce que nous, on a mis en place. La deuxième, après, sur les transporteurs, c'est l'optimisation de la supply chain. Il n'y a rien de pire pour un transporteur que de rouler à vide. Donc ça, c'est la base de la base. Nous, c'est la genèse de la création de notre groupement, puisqu'il est né de la fusion de deux sociétés, groupements qui s'appelaient Interdem et Frandem. Ça, c'était il y a 30 ans. Donc l'idée, c'est de mutualiser les moyens matériels. Et grâce à l'aide d'une bourse de lot que nous, on a mis en place, chaque déménageur peut aller chercher un lot sur un retour pour éviter un retour à vide. Et puis, ça passe aussi par le groupage systématique. C'est-à-dire que dans le monde du déménagement, il y a ce qu'on appelle le voyage spécial, où le client nous impose une date de chargement et de livraison. Et puis, il y a le voyage groupé ou en organisé, où là, l'idée, c'est de mettre plusieurs lots dans un tour de route. Donc aujourd'hui, la règle de plus en plus, mais c'est aussi une règle qui nous est donnée, qui nous est imposée par nos clients, c'est de faire du voyage organisé ou du groupage, parce que aussi, c'est beaucoup plus compétitif. Ça réduit les coûts. Voilà, exactement. Ensuite, il y a la partie flotte de véhicules. Vous en parlez tout à l'heure, et là, effectivement, c'est plus compliqué. Alors, l'électrique, il y a eu des tests, effectivement, qui ne vont pas donner suite, on est loin de ça. Le véhicule électrique, c'est bien dans la livraison du dernier kilomètre. Et là, on s'adresse plutôt à des logisticiens qui font les livraisons des DHL et d'autres, on va pas faire du pub, mais des purs logisticiens. Donc ça, dans le monde du déménagement, c'est même plus à l'étude. Aujourd'hui, on s'oriente beaucoup sur effectivement les biocarburants que sont l'oléosan, le HV0. Donc pour nous, c'est déjà de passer et de migrer sur une flotte qui soit à 100% Euro 6. Donc ça paraît peut-être basique, mais il faut savoir que même dans le monde du transport, on n'est pas forcément les plus en avance sur la mise à jour en tout cas de la flotte de véhicules, parce que c'est des investissements qui sont extrêmement lourds. Donc premier point, effectivement, une flotte de véhicules à 100% Euro 6. Ensuite, le renouvellement de la flotte de véhicules, elle s'oriente justement sur des véhicules en biocarburant. Et puis on a aussi recours au rétrofit. Rétrofit, c'est tout simplement basculer un moteur thermique qui puisse être adapté, entre guillemets, à la réception d'un biocarburant. Et puis de notre côté, sur la flotte de véhicules aussi, l'impact il passe par les chauffeurs. Donc aujourd'hui, 100% de nos chauffeurs, ils sont formés à l'éco-conduite, soit sur de la formation initiale, soit sur de la formation continue. Moi-même, je vais suivre la formation la semaine prochaine sur l'éco-conduite. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre plan de formation pour l'ensemble des équipes. Et puis, il y a une autre alternative qui est aussi le combiné multimodal, le combiné rail-route. Nous, on a été précurseurs chez Gentleman, puisqu'on a créé en 2005 notre filiale logistique qui s'appelle Combinem Transport. On est membre du GNTC, du Groupement National des Transporteurs Combinés. Donc, on est vraiment investi sur depuis longtemps, justement, sur ce mode de transport alternatif. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement, plutôt que de faire un Paris-Marseille avec un porteur de 50 mètres cubes et 3 gars dedans, c'est de charger à Paris et c'est d'aller livrer une caisse, enfin de la mettre sur le train. Le train va aller jusqu'à Marseille et c'est une équipe à Marseille qui va s'occuper de récupérer la caisse mobile et d'aller assurer la livraison chez le client.
Donc ça, c'est une activité que nous, on a ouvert à l'ensemble de la profession, hein, pas uniquement pour nous, on ne l'a pas gardé pour nous. Après, il y a, je dirais, les aléas qui vont avec ce mode de transport, les aléas de la SNCF, hein, réseau ferré. On est aussi obligé de passer par des opérateurs ferroviaires. Il y en a différents, puisque chacun répond à un appel d'offres et va commercialiser une ligne. Donc si on veut avoir un maillage France, voire Europe, puisqu'il y a aussi des lignes qui peuvent aller jusqu'en Espagne et sur d'autres pays, on est obligé en fait de contractualiser avec un certain nombre d'opérateurs pour avoir un maillage relativement complet. Mais c'est une vraie valeur ajoutée, en tout cas, des gentlemen du déménagement. Ensuite, il y a un poste qui, je dirais, alors, est plus mineur. Bon, c'est la notion de la fourniture des emballages et des moyens de conditionnement. Aujourd'hui, on utilise systématiquement des moyens de conditionnement qui sont issus de matières recyclées, qui sont recyclables à 100%. Les peintures sur les cartons sont faites avec des peintures à l'eau, à 100%. On a une chaîne de valorisation de nos emballages et de nos déchets. On va travailler aussi avec des éco-organismes tels que Valdelia, qui va donner une deuxième vie au mobilier qui peut être récupéré et qui est collecté donc, par ces organismes. Donc ça, c'est les principales les actions que nous, on va mettre en place. Et puis, nous, on a fait le choix aussi de construire notre premier bilan carbone, qui n'est pas une mince affaire. Donc, comme vous le disiez, effectivement, la première étape, c'est de se faire former, déjà. Alors, en toute transparence, donc c'est la méthode de bilan carbone avec, entre autres, il y a Jean Covici et d'autres. Bref, je ne vous cache pas, quand on a fait la formation, on s'est demandé dans quoi on avait mis le pied et le doigt. Et on a fait le choix, dans un premier temps, effectivement, de faire un bilan carbone sur le siège social de notre entreprise, avec le scope 1, le scope 2 et une partie du scope 3. Mais au niveau du réseau, 130 agences, la collecte des données est un chantier qui est juste pharaonique. Donc l'idée, et ça rejoint un petit peu ce que disait Paul ce matin, c'est Paul le prénom, pas Paul, avec le film. Le film, c'est Léo. Je pense qu'effectivement, il faut que chacun, de manière individuelle, on commence à entamer des démarches. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas attendre de nos politiques pour nous aider sur ces sujets. Moi, j'ai souvent pour l'habitude de dire aussi que c'est nos clients, grands comptes particulièrement, puisqu'on travaille beaucoup en B2B, qui finalement nous font grandir, parce que nos clients font leur bilan carbone. Vu qu'ils ont besoin de construire leur bilan carbone, ils ont besoin d'une autre, et par la force des choses, la première fois on nous fait quelques demandes, on a du mal, la deuxième on dit on va y réfléchir, et puis la troisième on passe la seconde. Donc nous on est inscrit effectivement dans cette démarche-là, notre bilan carbone va être finalisé d'ici la fin d'année, début 2026. Après effectivement avoir un bilan carbone consolidé sur les 130 agences, c'est un projet à moyen terme, je dirais, pour vous donner un petit peu plus de visibilité. Ça veut dire que si je voulais avoir un bilan carbone sur l'ensemble de mes 130 agences, sachant que dans la méthode bilan carbone, c'est déjà un fichier consolidé qui ne va que jusqu'à 35 sociétés potentiellement, donc pour nous c'est déjà un premier frein, mais ça veut dire que quand aujourd'hui j'interviens sur des mobilités d'une société, pour de la mobilité de collaborateurs, quelle qu'elle soit, je devrais demander à cette société qui me fournisse l'adresse, le nombre de kilomètres parcourus par ses salariés chaque jour, avec son type de véhicule, avec la carte grise du véhicule, pour que je puisse extraire une donnée CO2 pour pouvoir l'intégrer dans mon propre bilan carbone. Donc c'est des sujets qui sont effectivement très complexes, étendus et profonds. Donc mécaniquement, on est obligé d'y aller étape par étape. Et comment concilier croissance et durabilité dans un secteur logistique très concurrentiel? Eh bien écoutez, très très bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Parce que typiquement, nous, Combidem Transport, notre filiale logistique, donc Combini Rail-Route, dans un premier temps, elle a été créée comme un levier de croissance. Aujourd'hui, c'est plus un levier de croissance, c'est juste un outil qu'on utilise au quotidien, ne serait-ce que pour maintenir nos activités, préserver nos marges, entre guillemets. C'est une question que j'aurais bien aimé poser ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui, la croissance verte, ça existe ou ça n'existe pas? Moi, j'ai un avis très personnel sur la question, mais je ne partagerai pas. Mais mon point de vue de professionnel dans le monde du transport, ce que je constate, moi, en tout cas, au quotidien, avec mes clients grands comptes et donneurs d'ordre, c'est qu'il y a quand même un fossé entre les attentes qui sont extrêmement fortes en termes de qualité de service, en termes d'engagement, en termes d'action au quotidien sur la RSE, et mon incapacité aujourd'hui à valoriser mon offre, même si elle est verte, même si je peux justifier de combiner Rail-Route, et je suis le seul, enfin maintenant d'autres qui s'y mettent, mais on a été précurseurs, et aujourd'hui je suis
incapable de la valoriser. Même auprès de grands donneurs d'ordre qui, sur toutes les réunions de préparation, m'expliquent que le critère RSE, ce sera le premier critère de décision. Ce qui n'est pas le cas dans les faits, puisque le critère prix reste le critère décisionnel. Et là, on a parlé à plusieurs reprises, est-ce qu'aujourd'hui, nos clients sont prêts à payer plus cher? Moi, je vous dirais que non. Nous, non, sur le papier, oui. Sur le papier, oui, bien entendu. C'est-à-dire non. qu'à offre équivalente, si vous avez le choix avec un prestataire qui met en avant ses engagements RSE et ses démarches au quotidien, oui. Maintenant, Monsieur Martin, Madame Dupont, à titre privé, souhaitent payer leur déménagement, ils iront. Aujourd'hui, le critère reste le prix. Voilà, très clairement. Et c'est là où aujourd'hui, moi, la difficulté, on a beau essayer d'évangéliser, il y a quand même un fossé entre ce qui est attendu de toutes les entreprises aujourd'hui et la réalité des choix, entre guillemets, commerciaux. Et il y a une autre problématique, c'est que pour s'inscrire dans une démarche RSE forte avec une multitude d'actions, alors plutôt de décarbonation des prestations, ça demande des investissements. Et aujourd'hui, on n'a pas la capacité d'avoir des investissements forts pour pouvoir, selon moi, répondre à tous les enjeux. En fait, ça fait écho à ce que vous disiez aussi, hein. C'est-à-dire que est-ce qu'on est prêt à payer plus cher pour tout? Là, à l'état actuel des choses, pour le moment, non. De mon point de vue. Voilà. Je vais me tourner vers Monsieur Morvan. Donc, l'UIMM a développé une feuille de route en 5 axes basée sur le référentiel ISO 26000 pour les entreprises de la branche gouvernance, sociale, RH, performance commerciale, production et impact environnemental et écosystème, pour remettre dans le contexte. Comment ces 5 axes se traduisent concrètement dans les entreprises de votre branche? Donc pour resituer au niveau de l'UIMM, en Nouvelle-Aquitaine, ça représente à peu près 4400 entreprises, un peu plus de 100 000 emplois. Donc au niveau national, on doit être à 42 000 entreprises. Nous, on a travaillé le sujet de la RSE à peu près dans les années 2010 et on a retenu la définition que Bruxelles en proposait d'intégration volontaire de préoccupations environnementales, sociétales et sociales par la gouvernance des entreprises. Donc ça résonne plutôt de manière importante pour un syndicat patronal comme le nôtre. Et donc on a essayé de décliner en effet un référentiel ISO 26000 sur une dimension très pragmatique du quotidien d'un chef d'entreprise de la métallurgie. Et il ne vous a pas échappé que depuis 2020, on a, pour reprendre le terme de choc, on a subi quelques chocs successifs, donc avec le Covid, la perturbation de chaînes logistiques mondiales, une crise de l'énergie en 2022, des conflits géopolitiques avec des pays sanctions qui pourtant étaient peut-être partenaires commerciaux de la France précédemment, et puis jusqu'à plus récemment la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc difficile dans ce panorama, quand on représente à peine 10% du PIB, de trouver son cap et de cheminer. Donc le monde est devenu autrement complexe et nous, il était apparu nécessaire de pouvoir outiller les dirigeants dans une vue globale, une vue systémique et de travailler avec eux des enjeux de la société actuelle. Quand je résumais tout à l'heure la RSE à la force du collectif, notre idée, c'est de pouvoir intégrer les enjeux des différentes parties prenantes qui gravitent autour de nos entreprises industrielles pour réussir à co-construire une feuille de route. Co-construire une feuille de route qui n'est pas une feuille de route uniquement liée à la responsabilité sociétale des entreprises, mais qui est vraiment la feuille de route de développement de l'entreprise. Pour nous, on parle vraiment d'approche, de performance globale industrielle qui va essayer de réunir tous ces enjeux. Les enjeux que l'on rencontre aussi bien en interne, avec les salariés, avec l'actionnariat, des actions externes, avec, on parlait des pouvoirs publics, on parle de la chaîne de valeur, avec des clients, des fournisseurs qui sont en capacité aussi aujourd'hui d'influer sur la chaîne de valeur ou sur la stratégie d'entreprise. Donc on a essayé de travailler tout cela. Et en effet, depuis 2014, avec la Fédération des industries mécaniques et l'Union de normalisation de la mécanique, nous avons arrêté un référentiel articulé autour de ces 5 axes. Donc le but, c'est de pouvoir outiller le dirigeant sur un 360 des sujets qu'il est amené à gérer. Puisque si initialement on avait une dimension forte sur l'accompagnement au droit social, on est venu nous poser un tas de questions depuis la crise Covid, des questions liées à l'économie, des questions liées au ras-le-bol aussi des dirigeants. Certains nous ont dit pourquoi je continue, pourquoi je raccroche pas les gants. Aujourd'hui, c'est devenu trop complexe.
Donc le premier sujet qu'on développe avec eux, c'est le sujet de l'organisation, leur stratégie, leur gouvernance. Comment est-ce qu'aujourd'hui ils sont structurés, est-ce qu'ils sont en capacité de voir clair au travers de cet océan d'opportunités, mais également de menaces dans lesquelles ils naviguent, et est-ce qu'ils arrivent à tracer un cap qui soit lisible par l'ensemble des parties prenantes. En interne, c'est très important pour des collaborateurs d'être en capacité aussi, quand pour certains visent encore un CDI pour pouvoir obtenir un crédit immobilier, de se dire l'entreprise sera encore là d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années, où est-ce qu'on va? Il y a des notions plus intrinsèques aussi du sens au travail que l'on travaille, avec des enjeux liés à l'ambiance au travail, des enjeux liés aussi à la place qu'un métier va donner dans la société. Tout ça sont des aspects qu'on travaille. Et de manière plus intrinsèque aussi aux individus, c'est que quand on rejoint l'entreprise, on rejoint aussi un collectif qui va partager des valeurs. Et donc ces valeurs, est-ce qu'elles sont affirmées dans telle ou telle entreprise? Pourquoi j'irais poser un CV ici plutôt que là? Pourquoi aussi, en tant que client, j'irais passer commande à telle entreprise plutôt qu'une autre? Donc on a travaillé ce sujet avec l'analyse de la matérialité des enjeux RSE globaux et aussi en partenariat avec d'autres branches ou d'autres acteurs. Je pense notamment aux acteurs du financement, puisqu'on a évoqué un sujet lié au CAPEX qui accompagne le besoin de transition environnementale. Quel est aussi le parallèle qu'on peut tracer entre RSE d'un côté et ESG qui se rencontrent du côté du milieu bancaire ou du côté des fonds d'investissement qui sont en capacité d'accompagner ces projets. Donc, quel pont on peut tracer entre ces deux mondes? Une fois qu'on a dit ça, on est sur les sujets très macro et nous, à chaque fois, on va réaliser une évaluation diagnostique qui est incluse dans l'adhésion de nos adhérents et qui permet d'accompagner le CODIR et de challenger sa vision. On challenge sa vision pour pouvoir lui mettre des graines en tête en fonction du niveau de maturité et du besoin d'accompagnement au changement, mais on va être aussi en capacité de souligner des actions qui sont déjà intéressantes ou même des réflexions qui sont particulièrement à mettre en avant. Puisque sur certaines entreprises, on a des entreprises qui font de la RSE sans le savoir. L'acronyme était un peu clivant il y a quelques temps de ça, aujourd'hui c'est quand même démocratisé, et quand nous on va visiter des entreprises, il y a parfois, c'est le problème de nos usines, elles sont souvent cachées derrière des bardages métalliques, donc l'image qu'on en perçoit à l'extérieur n'est pas nécessairement celle que l'on a quand on va les visiter. Et pour valoriser tout cela, on a souhaité aller jusqu'au bout, une évaluation diagnostique qui permet de travailler sur ce référentiel 360 degrés autour des sujets des comités de direction, mais on est en capacité de les pousser jusqu'à un label avec différentes voies. On peut les accompagner. Après, on a des structures dans la branche, des organismes de formation qui ont mis en place une école RSE, des organismes de conseil qui sont en capacité d'appuyer les feuilles de route aussi pour aller atteindre un niveau de performance sur ces enjeux-là. On a aussi essayé de s'interfacer avec un certain nombre de démarches et aujourd'hui, typiquement, notre évaluation diagnostique, elle aboutit à deux conclusions. La première, c'est qu'on va dresser nous-mêmes une sorte de SWOT de l'entreprise pour identifier ses forces à mettre en avant, les axes de vigilance par contre qu'il faudra conforter dans les prochaines années, et puis du coup un plan d'action qu'on va donner pour outiller le dirigeant. Ça répond quelque part à la question de comment on s'y prend. Si le pourquoi a déjà été travaillé depuis longtemps, maintenant c'est le comment on passe à l'action qu'il faut outiller. Et donc, on leur donne après une note, puisque nous aussi, on a une démarche de scoring pour pouvoir évaluer sur le bassin d'emploi aussi. C'est toujours intéressant, soit en termes d'émulation, de toujours progresser quand on a fait la photo à l'instant T, de se dire que la fois prochaine, on fera mieux. Mais c'est aussi intéressant sur certains sujets de savoir si on est aussi bon que le voisin sur son bassin d'emploi. Donc c'est un peu ce que l'on regarde. Et cette démarche d'évaluation, elle est en plus compatible avec celle des Covadis, puisqu'aujourd'hui notre démarche de branche est qualifiée comme structurante pour le ranking des Covadis. Donc voilà, on a essayé de travailler tout ça. Sur le volet social RH, on pourrait développer pendant plus longtemps, vous l'imaginez, avec notre casquette d'organisation professionnelle. Qu'il faut accélérer un petit peu, pardon. Je vais réduire, donc en gros on va du réglementaire jusqu'au plus incitatif. Sur le volet donc performance, on est vraiment sur un enjeu qui est lié à l'innovation. Comment est-ce qu'on dérisque l'innovation? Comment est-ce qu'on adopte les codes de l'époque? Vous avez parlé d'analyse de cycle de vie des produits, d'éco-conception, tout ça sont des sujets que l'on balaye, avec également une dimension forte sur la relation commerciale.
Aujourd'hui, on ne peut pas opposer décarbonation et compétitivité. Il faut travailler les deux sujets de concert. Donc en même temps qu'on vient travailler la performance commerciale de l'entreprise, vérifier qu'ils aient bien une politique commerciale avec une segmentation client, etc., et bien on travaille en même temps la décarbonation de l'outil de production. Et s'il y a peut-être, s'il y avait un dernier point sur lequel accentuer la démarche de branche, c'est qu'en fait, on a un volet production impact environnemental. On est parti, nous, sur le principe du respect, de la maîtrise de la qualité. Au principe que le client qu'on aura réussi à ferrer par une politique commerciale, si on arrive à le servir en temps, en respect de la qualité et des coûts, a priori, on arrivera à être durable dans le sens de pérennité d'activité. Ça fera aussi en externalité, une externalité positive, moins de mise au rebut, moins de déchets, et puis ensuite, c'est notre porte d'entrée pour aller dérouler tous les enjeux environnementaux, y compris la réalisation d'un bilan carbone, y compris une étude d'impact, la préservation de la biodiversité, l'économie ici de la ressource en eau, qui devient un sujet pour nos industries. Voilà, si je dois réduire un peu l'intervention. J'entends un mot assez commun et qui est assez rassurant aussi, c'est qu'on veut maintenir la qualité de service et pas au détriment, effectivement, absolument d'une action environnementale. Donc je trouve que c'est plutôt un message positif. Alors c'est sûr que c'est moins joyeux que ce qu'on a pu faire ce matin. Avant de passer aux questions du public, on va essayer de faire court, mais je voulais quand même poser une question à tous. Et avant ça, je voulais juste remettre en perspective donc, que la transition écologique n'est qu'un enjeu technique, n'est pas qu'un enjeu technique justement. C'est une transformation profonde de la société et des modèles économiques. Que certaines branches d'activité vont sans doute devoir se réinventer très vite, faute de quoi elles risquent de disparaître ou d'être marginalisées. Cette mutation d'ailleurs entre en résonance avec notre thématique de l'année dernière, qui était sur l'intelligence artificielle, qui elle aussi redessine les métiers, les compétences et la place de l'humain au travail. Les entreprises font donc face aujourd'hui à un double défi écologique et technologique, mais aussi une double opportunité d'innover et d'attirer de nouveaux talents. Mais selon vous tous et de votre prisme à vous, quelles branches ou métiers vous semblent les plus exposés à une transformation rapide sous la pression climatique ? Vous avez 5 minutes de voir sur table. Je vais me lancer. L'agriculture, de façon évidente, voilà, pour la question de ressources. La ressource en eau, c'est pas un problème au mois de février, d'accord, c'est un problème l'été. L'été, il faut savoir que 70% de la consommation d'eau, c'est l'agriculture. Donc si on va vers de la sécheresse, il n'y a plus d'eau pour l'agriculture, donc voilà, ça c'est un des premiers métiers qui va être impacté. Il y a d'autres métiers qui vont être impactés, c'est par exemple tous les métiers du bâtiment. C'est déjà le cas aujourd'hui. Quand il fait 36 degrés à l'ombre, peut-être 40 demain, je ne suis pas certain qu'il y ait grand monde dans la salle qui ait envie de se retrouver sur un toit ou sur un chantier en train de monter du parpaing, quoi. Voilà, donc c'est des choses où il va falloir, c'est des métiers qui vont être impactés très 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 rapidement. On peut même dire qu'ils le sont déjà aujourd'hui. Oui, on voit qu'ils adaptent, notamment dans le BTP, les heures de travail l'été. Ou même d'ailleurs, pas pour tous ceux qui travaillent dehors, d'un point de vue général. Quelqu'un d'autre? Dans l'industrie, l'impact sera également important. On le voit déjà sur les métiers. Pour ça, je me demandais si du côté de l'APEC, ça appelait à une réaction. Cette année 2025-2026, c'est l'année de l'ingénierie pour construire un avenir soutenable. Donc on s'est déjà emparé du sujet, et donc il faut être en capacité d'adapter cette transition. On le voit dans les bureaux d'études, on travaille justement à ces éco-design aussi dans une logique de design to disassembly, au-delà du design to cost qui reste important quand même dans l'industrie. Au niveau du métier d'acheteur aussi, si demain le critère prix n'est plus le premier, comment est-ce qu'on fait pour relocaliser ou questionner son portefeuille fournisseur? On a tous ces enjeux qui commencent à arriver, qui se cascadent aussi parfois dans des chaînes de valeur assez structurées, même si pour l'instant le critère prix demeure aussi. C'est pas forcément notre cœur de sujet, mais on sait qu'il va falloir retrouver des modèles économiques à la propriété forestière, du fait des grands incendies. Vous
vous êtes sur un territoire qui en a largement souffert il y a 2 ans, 25 000 hectares qui ont été volés. Il faut leur retrouver un modèle économique à la propriété viticole. Je dis souvent, on a un périphérique qui est plus grand que le périphérique bordelais, pas parisien, on appelle ça une rocade. On a une montagne de sable, on appelle ça une dune, mais il suffit d'avoir une vieille bâtisse en pierre avec 3 hectares de vignes autour, on appelle ça un château. Donc, pour vous dire comment c'est important, hein, la viticulture en Gironde. Deux autres sujets, les data centers. On n'en voulait pas, c'était le sein de nos grandes NAMPI. Maintenant, avec l'explosion de l'IA, l'Internet des objets et la 5G, on sait qu'on devra implanter des edge data centers, des hyperscale. Un edge, on sait le faire. Bon, on a Equinix 1, enfin le BX1 et le BX2 de Equinix. On sait qu'on a des projets en orbite géostationnaire autour de Bordeaux de 250 à 400 MW. Je vous rappelle qu'une tranche nucléaire, c'est 1000 MW. Une centrale nucléaire, c'est en règle générale, c'est 4 réacteurs, c'est 2 à 4 réacteurs, 2000 à 4000 MW. Bon, vous voyez qu'un seul projet comme il y en a actuellement sur Bordeaux, 400 MW, c'est 10% de la puissance d'une centrale nucléaire. Donc, avec des consommations en eau qui peuvent aller jusqu'à 5 millions de mètres cubes jour. Je vous laisse imaginer, dans un monde où l'eau potable est réduite à la portion qu'on veut. Et puis, on rajoute que ce matin, il nous expliquait que la vapeur d'eau, qui va être produite par le refroidissement justement de toute cette eau utilisée, contribue au réchauffement de la planète. Exactement. Et on était avec RTE il n'y a pas très longtemps, et les distributeurs d'électricité sont considérablement touchés par le réchauffement climatique, à la fois dans les réseaux aériens et dans les réseaux terrestres. En gros, le climat a progressé de 300 km vers le nord, ce qui fait qu'aujourd'hui, les producteurs champenois achètent des fonciers en Angleterre. Donc, il faut qu'on regarde ce qui se passe à 300 km au sud, quand ils ont construit leur développement économique. Ouais, moi, ça tropicalise. Ouais, nous, on a un vrai sujet, et je terminerai juste là-dessus, c'est qu'on va devoir réinterroger toutes nos stratégies à l'aune de la robustesse climatique. Voilà. Et donc, on a un petit peu de boulot. Alors, on a le temps pour 1 ou 2 questions, pour respecter encore une fois le timing et ne pas grignoter sur la table ronde 3 qui sera aussi passionnante. Non, pas de questions. Soyez pas timide. Je prends le 4e rang, mais les 3 premiers rangs. Et voilà. C'est fait exprès, Emmanuel. On répète avant. Merci beaucoup. J'ai une question concernant le bilan, le calcul du bilan carbone. J'ai l'impression, mais peut-être je me trompe, et je voudrais bien avoir votre avis. Chacun, et quand on parle surtout aussi d'entreprises de relocation et dans le domaine qui nous intéresse, la mobilité de collaborateurs, aussi les déménagements, chacun fait un peu les calculs de bilan carbone pour son entreprise, de son côté. Mais il y a la chose la plus importante, à mon avis, qui nous échappe. Et on organise la mobilité des collaborateurs. Il y a une famille de 2 personnes, de 4 personnes qui déménagent, admettons de New York vers Paris. Le plus grand, l'empreinte le plus important, c'est pas ce que nous faisons, c'est pas ce qui fait l'entreprise, c'est vraiment le déménagement de ces personnes. Mais ça rentre pas dans notre calcul parce que c'est pas moi qui prends l'avion et c'est pas non plus l'entreprise qui prend, c'est peut-être l'épouse qui déménage, qui vient 5 fois en voyage d'orientation, en voyage de visite, etc. Est-ce que ça c'est pris en compte quelque part? À mon avis non. Mais est-ce qu'il faudrait, si c'est pas pris en compte, parce qu'on en a parlé à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser tous ces calculs carbone, au lieu de calculer chacun de son côté pour son entreprise, essayer de diminuer pour que ça ne rentre pas dans leur politique, mais plutôt repenser toute la procédure et calculer l'ensemble, et l'ensemble pas seulement par entreprise, mais aussi prendre en compte le voyage, les 5 voyages que fait l'épouse pour faire les visites. Mais il ne faut pas qu'elle les fasse. Justement, il ne faudrait pas calculer ça plutôt. Est-ce que vous avez des entreprises qui font ça? Ou, par exemple, qui, au lieu de dire il faut que l'entreprise de déménagement travaille avec moins de papier, il ne faudrait pas réfléchir comment déménager d'une manière plus intelligente ou réduire l'empreinte carbone de l'ensemble. Il
il y a deux sujets. Le premier, la méthode bilan carbone. La méthode, ce qu'on appelle la méthode bilan carbone, est une méthode clairement définie, structurée, organisée. Alors, je ne suis pas le grand professionnel de méthode bilan carbone, mais de ce que j'ai retenu de ma formation et de cet énorme fichier Excel consolidé dans un certain nombre d'onglets, les choses sont très claires. Après, il y a aussi, pour chaque donnée qui doit rentrer dans le calcul du score carbone, entre guillemets, il y a une notion de, comment je dirais, alors j'ai plus, c'est un indice de probabilité, c'est-à-dire à chaque donnée, on peut la majorer, la minorer si on n'a pas la donnée exacte. Le premier travail à faire, en fait, c'est de définir un périmètre. C'est-à-dire quel est mon périmètre, donc mon intervention, quel est mon périmètre, pour ensuite pouvoir identifier quelles données je dois aller collecter, puis ensuite collecter les données et ensuite les mettre dans mon fichier de bilan carbone pour calculer mon bilan carbone. Donc là, en fait, il n'y a pas de méthode juste, entre guillemets. L'idée, vous m'arrêterez si je me trompe, mais cette méthode de bilan carbone, elle donne une structure, elle donne un mode d'organisation, et vous concernant, l'idée c'est juste de se dire, dans moi, mon entreprise, qu'est-ce que je souhaite dans un premier temps intégrer dans mon bilan carbone. L'objectif du bilan carbone étant de se dire, je fais une photo à l'instant T de mes émissions de CO2, de mon entreprise, de mon activité, et de se dire, parce que ça fait partie du bilan carbone, il doit y avoir une sensibilisation à la charte climatique, une sensibilisation auprès des personnels, et de se dire quelles actions je mets en face pour améliorer lors de mon futur bilan carbone. Donc c'est vous qui allez définir en fait quel est votre scope, quel est votre périmètre, et ensuite dans quel scope vous allez vouloir travailler, les émissions directes, les émissions indirectes. Dans les émissions indirectes, est-ce que je mets juste mes émissions indirectes propres à mon activité, ou est-ce que je mets celles de mon fournisseur, prestataire, sous-traitant et déménageur? Ça, voilà, il n'y a pas de méthode hyper factuelle. Et juste pour rebondir, les transporteurs d'aujourd'hui, que ce soit des déménageurs, que ce soit du transport routier ou du maritime ou de l'aérien, ils sont capables de vous donner pour chaque opération leur émission de CO2. C'est-à-dire que nous concernant, chaque pied de facture, pour chaque déménagement, vous avez le poids des émissions de CO2 de l'opération. Et c'est la même chose pour du maritime aujourd'hui ou de l'aérien. Les transitaires sont tout à fait capables, et les compagnies les communiquent, d'avoir effectivement les émissions de CO2 de chaque transport. Après, si vous voulez mettre en plus les allers-retours de madame qui allait visiter le logement à gauche, à droite, etc., si vous souhaitez les mettre, vous pouvez les mettre. C'est vrai que l'idée souvent, vu que c'est quand même, la collecte des données est quand même très compliquée. C'est-à-dire juste pour votre structure à vous, aller chercher toutes les consommations d'énergie, les déplacements, etc. C'est déjà assez chronophage. Donc l'idée, c'est déjà d'arriver à faire un premier bilan carbone qui n'est pas hyper complet, mais qui vous donne une photo et de pouvoir en fait planifier des actions derrière. Je compléterai. La mesure, elle sera celle que vous décidez, d'accord? C'est-à-dire, vous pouvez dire, je m'arrête à une mesure carbone de l'acte de déménager, mais vous pouvez très bien dire aussi, c'est votre décision, je mesure le bilan carbone en incluant les parties prenantes, ce qui est assez intéressant parce que ça vous donnera un plan d'action différent, d'accord? C'est-à-dire que l'exemple que vous avez pris, peut-être qu'avec ce type de client, vous leur direz dès le début, attention, on peut faire des visites en visio, d'accord, parce que vous allez avoir un impact carbone beaucoup plus faible. Et si vous ne le mesurez pas, vous risquez pas de faire quelque chose. Et je vous donnerai juste une illustration, c'est les festivals de musique. C'est très très marquant, et on a la même chose en événementiel. Dès que vous faites de l'événementiel, 80% de l'impact carbone, c'est les déplacements des gens qui viennent. Vous pouvez avoir un super bilan carbone, faire des toilettes sèches, de la vaisselle recyclable, manger végétarien, interdire les canettes, les bouteilles d'eau, ce que vous voulez sur l'événement. Vous pouvez avoir un bilan carbone dégueulasse, simplement parce que vous êtes mis au milieu des champs et tout le monde est venu en voiture diesel. D'accord ? Donc c'est vraiment le truc, c'est en fonction de là où vous allez regarder et du resserrement ou pas de la focale que vous allez avoir, vous prendrez des décisions qui seront totalement différentes derrière. Ouais, puis j'ai envie de dire que pour le coup, si c'est de son propre chef, c'est son bilan carbone à elle, pour le coup.
Alors je vais, si vous avez d'autres questions, vous profiterez de la pause café parce que on est toujours tenu par le temps. Donc merci à tous pour ces échanges. Donc cette table ronde montre que la transition écologique est à la fois technique, humaine et organisationnelle et qu'elle fait écho à ce qu'on a vu ce matin sur l'individu et le climat. Les solutions existent, les métiers évoluent et chaque entreprise peut agir à son niveau avec pragmatisme et innovation. On se retrouve tout à l'heure pour la table ronde 3 qui ouvrira encore le champ sur l'international. Merci.